Exercice supplémentaire numéro 2. Un puck de hockey, donc on a ici, voilà, hop, voilà, un puck de hockey de masse M égale 110 grammes est propulsé sur une patinoire avec une vitesse initiale de 6 mètres par seconde. Il franchit une distance D de 15 mètres avant d'être immobilisé par la force de frottement de la glace sur laquelle il glissait. Calculer dans un premier temps l'accélération du puck, puis ensuite déterminer l'intensité de la force de frottement qu'il subit et finalement le coefficient de frottement entre le puck et la glace. Alors, comment procéder? Eh bien, il faut d'abord faire un joli schéma de la situation. Donc, vous avez ici le puck de hockey initialement, là, hop, et puis après une certaine distance D, le puck de hockey toujours, distance D qui est donc de 15 mètres, si je me rappelle bien, et surtout, il s'arrête au bout de 15 mètres, donc à la fin, il a une vitesse qui est égale à 0. Au début, il a une certaine vitesse qui n'est pas égale à 0, qui est égale à V0. Et ce V0, c'était, je ne me rappelle plus la donnée, c'était, comment j'ai dit, 6 mètres par seconde. Voilà. Donc en fait, au début, il a une vitesse de 6 mètres par seconde parce que, par exemple, je ne sais pas, on lui a donné un coup de canne et puis du coup, il a cette vitesse V0 égale 6 mètres par seconde. Et puis donc, sous l'effet d'une accélération qui, bien entendu, va dans le sens contraire au mouvement, que je l'ai dessiné en vert ici, voilà, cette accélération-là, eh bien, sous l'effet de cette accélération, eh bien, il va perdre sa vitesse petit à petit jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc, c'est un problème de cinématique, en fait, cette histoire. Il s'agit, évidemment, puisqu'il a un MRUA, puisqu'il a une accélération, pardon, il s'agit, bien entendu, d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, dans lequel vous avez deux formules qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est celle-ci et celle-ci, à savoir x, la position après un certain temps t égale position initiale x0 plus vitesse initiale fois le temps, plus une demi fois l'accélération fois le temps au carré. Alors ici, j'ai mis l'accélération vers l'arrière et lui, en fait, il va vers l'avant. Donc j'ai choisi un axe x dirigé vers l'avant, comme ceci. Et donc cette accélération par rapport au mouvement, c'est une accélération qu'on doit considérer comme étant négative ici, bien sûr. Je voulais la faire en vert. Voilà. Elle doit être négative, cette accélération. Alors, comment faire le lien avec une des données qui est justement la distance parcourue? Eh bien, ce lien, on peut le faire en considérant que la distance, c'est la différence entre la position finale, c'est-à-dire ici, et la position initiale qui est ici. On ne connaît ni l'une ni l'autre, mais on connaît leur différence. xt moins x0, ce sera cette distance de 15 mètres. Alors, d'après la donnée, d'après la formule du MRUA, eh bien, cette distance va être égale à V0 fois T plus une demi à T carré. Donc là, on a une première équation. Et puis, donc, déjà, dans cette première équation, je vais mettre ça en rose, voilà, on a deux inconnus. On ne sait pas combien de temps ça prend pour s'arrêter. Puis, on ne connaît pas non plus l'accélération. Donc, on a deux inconnus. Il nous faut donc deux équations. Alors, la deuxième équation, c'est bien entendu la deuxième équation du MRUA, c'est-à-dire celle qui est là. V, après un certain temps t, est égal à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Donc là, on a de nouveau deux équations, A et T, en fait, ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait quand même qu'au bout des fameux 15 mètres, eh bien, le puck s'arrête. Donc, sa vitesse à la fin, au bout d'un certain temps t, c'est nul, c'est égal à 0. Donc, ce terme ici est égal à 0. On a donc 0 égale V0 plus A fois t. Donc, l'idée maintenant dans cette équation, c'est, comme on a ces deux inconnus A et T, eh bien, on a donc ces deux équations, celle qui est la numéro 1 et la numéro 2, avec chaque fois deux inconnus. Donc, ce que j'ai fait ici, mais vous pouvez faire différemment, il s'agit de résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. J'ai choisi de faire une substitution
de t, en fait. Donc, je sors t de la deuxième équation, ici. De cette équation, si on passe V0 de l'autre côté, celle-là, ça fait moins V0 égale A sur T, et donc T égale moins V0 sur A. Et l'idée maintenant, c'est de substituer, c'est ce qui est exprimé là, ce résultat, en fait, cette expression-là, de le mettre ici et là, à la place de T dans l'équation numéro 1. Alors, ça donne ce qui est écrit ici. Donc, on a d'abord D. Je vais changer de couleur de stylo, voilà. D en jaune ici est égal à V0 fois T, que je prends cette expression qui est ici, moins V0 sur A, et à ça, j'ajoute plus une demi-A, donc le voilà, une demi-A, et puis à la place de T carré, eh bien, je mets moins V0 sur A au carré. Voilà la substitution. Maintenant, dans cette équation qui est ici, on n'a que A qui est inconnu. On connaît D, 15 mètres, on connaît V0, 6 mètres par seconde. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à résoudre ça pour trouver l'accélération. Alors, je vais monter un petit peu ici. Alors, première chose, le terme qui est ici, là, V0 fois moins V0 sur A, ça donne moins V0 carré sur A. Et puis, deuxièmement, ici, on a une demi-A qui est ici, et puis moins V0 sur A au carré. Comme c'est au carré, le moins tombe et il reste V0 carré sur A carré, ce qui est le terme que j'ai écrit ici. Alors là, on peut simplifier par A, puisqu'on a un A en haut et puis en bas, on a A carré. Donc, en haut, le A va tomber, puis en bas, il va rester plus que A tout court. Donc, on obtient moins V0 carré sur A, plus une demi V0 carré sur A. Donc, on a moins quelque chose, plus la moitié de ce quelque chose. Donc, le résultat de tout ça, ça nous donne moins une demi V0 carré sur A, qui est égal, bien entendu, à D. Alors, maintenant, comme nous, on veut A ici, eh bien, j'ai fait ici fois A pour passer le A de l'autre côté. Et il y a une étape que je n'ai pas écrite parce que bon, vous avez un peu l'habitude de faire ce genre d'exercice. Il faut encore diviser par D. En fait, il faut échanger A et D ici, en quelque sorte. Donc, j'ai fait fois A sur D. Et je me retrouve avec A à gauche qui est égal à moins une demi fois V0 carré sur D. Donc maintenant qu'on a l'expression, il n'y a plus qu'à remplacer V0 par sa valeur, qui est de 6 mètres par seconde carré. 6 mètres par seconde, pardon. Et puis D, qui est de 15 mètres. Vous n'oubliez pas le moins ici. Et donc, à la fin, on obtient ce qui est prévu, ce qui est prévu par la cinématique, une accélération qui est égale à moins 1,2 mètres par seconde carré. Et donc, on retrouve, c'est important en fait, ici, on retrouve ce signe négatif qui veut dire que l'accélération est dirigée vers l'arrière. Elle a tendance à faire perdre de la vitesse, ce qui est cohérent avec ce qu'on avait écrit sur le schéma en dessus. Alors, je vois qu'il y a une petite question, donc comme je suis dans un entre-deux, je vais vite y répondre. Alors, c'est je trouve. Voilà, Alisa. Est-ce qu'on aurait pu déjà dès le début définir que l'accélération allait être négative et mettre moins une demi à t carré? Bien entendu, ouais. Ouais, on peut, tout à fait. Ça se fait souvent d'ailleurs dans les. Peut-être que dans le il n'y a pas de corrigé puisque c'est moi qui vous le donne ici, mais ouais, on aurait tout à fait pu faire ça. Et du coup, on aurait obtenu 1,2 mètres par seconde carré. Donc, dans la valeur numérique, on perd cette information, mais on la connaissait dès le début. Donc, ouais, tout ça, c'est faisable, effectivement. Alors, il y en a une deuxième de question, me semble-t-il. Voilà, c'est Mathéo. Je vous écoute. Oui, bon, en fait,
J'ai sorti t de la première équation, non? Et j'ai mis dans l'équation de la position et je l'ai remplacé dans celle de la vitesse. Et après, j'ai pas eu de moins à la fin. Ouais, mais ça, c'est pas une très très bonne idée parce que, comment dire, vous avez cette équation ici. Et puis vous me dites que vous avez sorti T de là. C'est ça que vous me dites? Oui, en utilisant la formule de deuxième degré. Ouais. Mais donc du coup, si vous résolvez la formule du deuxième degré, vous obtenez deux valeurs pour T, deux expressions, puisque c'est une question du Oui, deuxième degré, donc il y a deux valeurs. oui, oui, oui. Donc, s'il y a deux valeurs, vous en avez pris une des deux, puis vous avez perdu le moins, puis si vous prenez l'autre, à mon avis, vous ne perdez pas le moins. Mhm. Bah, en fait, il restait juste une racine, et c'était plus ou moins la racine. Ouais. Et après, j'ai élevé au carré, mais j'étais pas sûr si je pouvais. Oh, ça, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je lise vos calculs, hein. Mais à mon avis, le problème, il vient effectivement, du fait que de cette équation, vous obtenez deux solutions pour T, et puis Mhm. que vous, bah, vous en avez considéré qu'une seule, et puis donc, du coup, vous avez une accélération qui est négative. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon déjà je ne suis pas sûr que je vous l'avais montré. Est-ce que je vous avais montré, quand on a fait la cinématique, le MRUA, une petite application qu'on trouve sur Internet, une animation plutôt graphique, et puis il y a un écran avec des parties jaunes et des parties vertes. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Je crois pas. Bon, ok, alors je laisse tomber ce truc, mais je peux vous l'expliquer comme ça. Si vous avez donc le POC de hockey, on va dire qu'il est comme ça, hein. Il va avec une certaine vitesse V0 ici. Et en réalité, il subit une accélération qui est dirigée vers l'arrière, comme ça. Alors, si ça se passe comme ça, que fait le POC, l'objet, disons, hein, j'ai dessiné un rond ici, eh bien, il va continuer à avancer, et puis petit à petit, il va s'arrêter. À ce stade-là, il s'arrête. Nous, dans notre situation où c'est un POC de hockey, il s'arrête et puis c'est fini. Il ne bouge plus. D'accord? Mais si on fait les naïfs, puis qu'on considère que l'accélération, elle continue à être effective, eh bien, cette accélération sur cette partie-là, elle a servi à arrêter le POC, mais si cette accélération, elle continue d'agir, en fait, eh bien, le POC, il va repartir dans le sens inverse, ce qui n'existe pas, hein, c'est contre nature, en fait. Donc, il va repartir en sens inverse, puis donc, on va le voir ici avec une petite vitesse, puis on va le voir ici avec, de nouveau, une grande vitesse. Mhm. D'accord? Donc finalement, il aura toujours, hein, cette accélération qui est contre ici. Et, pardon, je voulais la faire en rouge. Donc, cette situation, elle ressemble à ce que je suis en train de faire ici. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas du haut, évidemment. Parce que le cas du bas, c'est un cas qui n'existe pas, en fait. Mais par les calculs, ça existe, en fait. C'est-à-dire que c'est une situation mathématique virtuelle, quoi, qui n'existe pas. Donc, c'est à nous de choisir justement que ça n'existe pas. Mais si, par les calculs, on arrive à cette situation-là, bah, vous voyez, dans cette situation-là, l'accélération en rouge, elle est dirigée dans le même sens que la vitesse en vert. Donc là, cette fois-là, on devrait considérer que l'accélération, elle est positive, en fait. Mhm. Donc moi, je pense que c'est parce que vous allez utiliser une des deux solutions. Ça correspond à un des temps, celui-là, là, et puis ça, c'est l'autre temps, en fait, Oui. dans votre équation. Je pense que c'est ça, en fait, la cause du problème. Mhm. Si maintenant, vous tournez la tête vers la droite à 90 degrés, eh bien, vous avez, par exemple, un objet qu'on envoie en l'air comme ça, il monte, hop, il s'arrête, puis après, hop,
qui redescend petit à petit. C'est exactement le même principe, quoi. Oui. Vous voyez, avec une accélération qui est toujours dirigée vers l'arrière par rapport au mouvement initial. Hein. Ici, si vous avez V0P comme ça, l'accélération serait dirigée vers le bas. Cette accélération, en fait, ce serait G dans l'histoire. Ok, merci. Bon, de rien. Alors, maintenant, je continue avec... est-ce que... Ouais, j'ai tout ici, donc ça suffira, cette partie-là. Je vais peut-être même l'agrandir un petit peu. Hein. Alors, pour cela, il faut zoomer. Hop, un petit coup. Paf, voilà. Et puis, je redescends. Alors, lisons maintenant la deuxième partie. La deuxième question, c'est déterminer l'intensité de la force de frottement que le POC subit. Alors, cette intensité de la force de frottement, évidemment, là, on parle de force, donc il nous faut les représenter sur le schéma. Alors, c'est ce que j'ai fait, hein, bien sûr. Vous avez trois forces qui agissent. Évidemment, une force de pesanteur, toujours verticale dirigée vers le bas. Là, en plus, il y a une force de soutien qui est exercée de la part du sol, qui est donc verticale puisque le sol est horizontal. Et puis, on vous parle d'une force de frottement qu'il s'agit de déterminer. Et cette force de frottement, elle est dirigée vers l'arrière par rapport à la vitesse. Il y a une accélération. Donc, cette accélération, elle est dirigée vers l'arrière, aussi par rapport à la vitesse, puisqu'elle fait freiner l'objet. Alors, vous devez déterminer donc cette force de frottement, ici, là, cette force de frottement que j'ai appelée FF, en fait, ici. Donc, il faut écrire la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire somme des forces, hein, il y en a trois, le poids, le soutien, la force de frottement, égale la masse du POC fois son accélération ici. Alors, ça, c'est ce qui est fait en bas ici. Voilà. Donc, j'efface pas encore tout de suite tout, hein, parce que donc, on a P plus S plus la force de frottement égale la masse fois l'accélération ici. Alors maintenant, intéressons-nous aux axes. Alors, hop, j'ai choisi tout à l'heure un axe qui va vers l'avant, ici. Donc, il s'agit de projeter ces forces sur cet axe. Je m'intéresse, je vous le dis tout de suite, hein, là j'ai fait un axe Y, bon, bah, je le mets, hein, mais pour cette première partie, ce qui m'intéresse uniquement, c'est l'équation sur X, hein, parce que je veux la force de frottement et il n'y a pas de force de frottement verticalement. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur X? Bien, on voit que le poids est vertical, le soutien aussi, donc les deux composantes, poids et soutien, s'annulent. La seule composante qui demeure, c'est la force de frottement et il y a aussi l'accélération. Et les deux sont négatives par rapport à cet axe X. Alors, maintenant, je vais réécrire cette équation, enfin écrire cette équation ici. Alors, je vous ai dit, le poids et le soutien sont nuls par rapport à l'axe X. La force de frottement, elle est négative par rapport à l'axe X puisqu'elle est dirigée vers l'arrière. Et donc, ça s'égale à M fois la composante de l'accélération qui aussi est négative par rapport à l'axe X. Donc, si on nettoie tout ça, on obtient moins FF égale moins MA. Je peux enlever les deux signes négatifs des deux côtés et je me retrouve avec FF égale MA. Mais alors, attention, si j'écris ça comme ça, FF égale MA, je sais, parce que je l'ai considéré ici, que A est négative. Donc, le A que je dois utiliser dans la formule ici, c'est 1,2. Ce n'est pas moins 1,2. Parce que là, j'ai fait le naïf en sachant pas, enfin en sachant pas, en imaginant, hein, mais en précisant pas dès le départ que A était dirigé vers l'arrière. Tandis qu'ici, je l'ai fait. J'ai déjà considéré le signe négatif ici. Donc, je ne dois pas le reprendre une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai mis 1,2 et pas moins 1,2 en fait.
La masse du POC est de 110 grammes, donc ça fait 0,11 kg. Quand vous faites le calcul, 0,11 fois l'accélération de 1,2, vous obtenez 0,132 newtons pour la force de frottement. Est-ce qu'il y a des questions? Mathéo et Alisa, vous n'avez pas baissé les mains de tout à l'heure ou bien c'est toujours une question? Alors, ouais, Alisa, vraisemblablement, elle n'avait pas baissé. Et puis, il reste encore. Alors, ils sont stockés. Je vois des questions, mais je ne vois pas les gens qui les posent. Alors, attendez. Il y a Andrej, puis c'est tout. Hein. Ouais, ok. Alors, Andrej. Alors, je ne sais pas exactement comment elle a posé une question, mais on peut aussi faire ça d'une autre façon et trouver moins 0,132 si on considère. Parce que la force FF, elle va contre l'axe X qu'on a posé, donc c'est possible qu'on trouve 0,132, moins 0,132 Newton à la fin. Ben, en fait, non, parce que, je veux dire, c'est possible. On peut faire des calculs un peu comme on l'entend, ça dépend de ce qu'on pose. Hein. Mais étant donné que moi, ici, vous voyez, j'ai déjà considéré qu'elle était négative dans mes projections de force, je ne peux pas, avec ça, obtenir… Ah, ok, ouais. Si vous avez fait le naïf, entre guillemets, en disant, ouais, je ne sais pas dans quel sens elle va, et puis donc, du coup, je mets FF, quoi. Okay. Dans ce cas-là, ouais, vous obtenez moins 0,132, puis ce qu'il faut interpréter, c'est que c'est 0,132. Ouais. Le moins, ça veut dire que ça va à l'encontre de l'axe X. Parce qu'en fait, non, ça c'était juste que tout d'un coup, je n'arrivais pas à m'imaginer où est-ce qu'on perdait le moins, mais en fait, c'est logique. Mais ma question, c'était plutôt pour après, quand on doit calculer le coefficient de frottement, si on trouve un frottement, donc la FF, une force négative, comment est-ce qu'on justifie que tout d'un coup on perd le moins? Parce qu'il ne nous intéresse pas pour calculer le coefficient. Ben parce qu'en fait, quand on calcule le coefficient, il s'agit de normes, en fait. Ok. Donc est-ce que justement c'est justifiable si on dit que si on met deux traits comme on fait la norme de FF? Ouais. C'était juste que dans mes calculs, tout d'un coup, je me retrouve avec moins 0,132 et après, tout d'un coup, j'ai mis 0,132 parce que pour moi, c'était logique que ça doit être positif parce que je m'en fichais dans quelle direction ça allait, mais parce qu'on veut juste le rapport. Mais je me disais que c'est pas expliqué dans mes calculs. Alors, comment Bah, c'est expliqué. Alors, bon, déjà, une première chose, c'est que une force en physique, si par exemple on écrit, il y a une différence entre écrire FF comme ça et écrire F comme ça. Hein. Ça sous-entend que c'est la norme. Et donc la norme, c'est l'intensité de la force. Hein, on est d'accord? Ça, c'est donc des newtons, hein, en fait, ici. Eh bien, une norme ne peut pas être négative. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, effectivement, si vous ne savez pas dans quel sens s'applique la force, mais en général, si vous ne savez pas dans quel sens s'applique la force, vous mettez FF, puis vous trouvez qu'elle est négative. Donc, en fait, ce que vous devez interpréter, c'est que vous l'avez mal représentée initialement et que du coup, vous devriez changer votre schéma des forces pour la représenter dans l'autre sens pour que du coup, elle devienne positive avec les calculs. Parce qu'une norme ne peut être que positive. En fait. Voilà. Donc, c'est une question d'interprétation du résultat déjà et puis aussi d'imaginer, de représentation du problème, mais dès le départ. Il ne faut pas oublier quand même que dans ce genre d'exercice, la force de frottement, elle n'est pas dit, c'est pas dit hein, dans quel sens elle va. Il n'y a rien qui est donné dans la donnée. Mais vous devez savoir qu'une force de frottement, elle va dans le sens inverse de la vitesse, donc vers l'arrière. Et donc, du coup, dès le début, il faut la représenter correctement dans le schéma. Et donc, dès le début, il faut considérer qu'on doit utiliser sa composante qui est négative par rapport à l'axe. Ok, merci. Et ceci,
Ceci n'est pas vrai pour tout ce qui est accélération, vitesse. Hein. Ça, on peut par contre obtenir des valeurs négatives parce que justement, étant donné que, si vous voulez, la deuxième loi de Newton, c'est une relation de cause à effet, bon, on est quand même censé connaître les causes, sinon on ne peut pas connaître les effets. Vous voyez. Donc, en général, les causes, on les connaît, c'est-à-dire les forces, on sait les représenter. Mais les effets, bah, c'est un peu par calcul qu'on peut les obtenir. Et du coup, bah, des fois, on fait des hypothèses. Hein. On imagine que l'accélération va dans un sens. Et puis, du coup, bah, d'après les calculs, bah, on trouve qu'elle va dans l'autre sens. D'où l'apparition, certaines fois, de signes négatifs. Donc, après, c'est une question aussi de savoir interpréter les résultats. Merci. C'est parce que intuitivement, je trouvais que ça faisait du sens. C'est juste que je me retrouvais dans mes calculs avec FF est égal à moins quelque chose. Ouais, je Et la comprends. ligne d'en dessous, tout d'un coup, c'était un truc positif. Je ne savais pas quoi Ouais, bah, faire avec. voilà, encore une fois, les signes négatifs, ça représente le sens en quelque sorte. C'est que, Ok. en fait, dans votre problème, vous avez compris quelle était la direction de la force, vous avez par calcul trouvé l'intensité, puis il y avait juste un petit problème sur le sens, quoi. Et puis en fait, au lieu d'aller de droite à gauche, ça va de gauche à droite ou un truc comme ça. Donc c'est une question d'interprétation, et puis vous pouvez tout à fait vous débarrasser de ce signe en disant, ben voilà, j'ai trouvé négatif en considérant que ça va de gauche à droite, donc c'est positif de droite à gauche. Puis voilà, puis c'est cohérent, c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de ce signe. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres, des questions. J'ai pas l'impression. Non, je vois rien. OK. Alors, du coup, la dernière partie, la dernière question, c'était que vaut le coefficient de frottement entre le POC et la glace? Alors, pour trouver ce coefficient de frottement, eh bien, il faut appliquer la formule qui est donc la formule du coefficient de frottement cinétique qu'on a étudié l'autre jour, qui est donc FF égale mu fois S. Donc, si on a FF égale mu fois S, c'est la seule formule en fait dans laquelle apparaît ce coefficient de frottement mu. Pardon, c'est ça que je voulais faire. Mu, voilà. Alors, la force de frottement, elle, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc maintenant, pour connaître mu, il faudrait trouver S. Alors, pour trouver S, eh bien, évidemment, on va aller sur l'autre axe, le vertical. On voit sur cette figure que le poids est dirigé verticalement vers le bas, la force de soutien vers le haut et l'accélération, c'est encore important de le mettre, hein, elle est purement horizontale, tout comme d'ailleurs la force de frottement. Donc en fait, ces deux forces-là, P et S, doivent se compenser puisqu'il n'y a pas de mouvement ni de variation de mouvement selon l'axe Y qui est vertical. Alors ça, c'est l'équation sur Y qui est issue de la deuxième loi de Newton. Et donc, sur Y, on a exactement ce que je viens de dire, à savoir le poids qui est dirigé vers le bas, Y est vers le haut, donc négatif, moins P, plus la force de soutien qui est dirigée vers le haut. La force de frottement, elle est horizontale, donc il n'y a pas de composante verticale. Et puis ça, c'est égal à MA, mais il n'y a pas non plus de composante verticale de l'accélération, donc 0, M fois 0 égale 0. On trouve donc que S est égal à P, les deux forces se compensent, et comme P, on sait que c'est égal à mg, eh bien du coup, on peut calculer la force de soutien comme étant égale à M fois G. Alors, si maintenant j'insère ça par substitution dans cette équation, je trouve FF, ici, égale mu, et puis la fois S, qui est donc devenu M fois G. FF égale mu mg. Moi, ce que je veux, c'est mu. Donc, évidemment, si je veux mu, eh bien, ici, c'est là, tac, voilà. Pour obtenir mu, ici, il suffit de diviser par mg. Et on trouve cette relation, mu égale ff sur m fois g. Alors, ff, on reprend le résultat de la partie B, 0,132 newtons. Et puis, ensuite, on a M, masse du bloc 110 grammes, 0,11, et puis G, 9,81. Quand vous faites le calcul, vous trouvez à la fin une valeur de 0,122.
pas d'unité puisque c'est un coefficient de frottement. Et je réalise en fait ici que j'avais fait une petite remarque là, qui répond d'une certaine manière à la question de tout à l'heure. À la partie B, on a considéré que l'accélération est dirigée vers l'arrière. C'est pourquoi le signe moins a disparu pour cette histoire. Voilà pour cet exercice 2. Alors, juste une petite remarque. J'ai élaboré cet exercice il y a quelques années parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exercices sur la force de frottement cinétique dans le cours. Et puis, en fait, quand je vois un résultat pareil, 0,122, c'est un coefficient d'un puck sur de la glace. Alors ça, c'est pas très réaliste. D'ailleurs, imaginez, je sais pas, 6 mètres par seconde, c'est quand même une vitesse assez grande, 6 mètres par seconde. Imaginez qu'un puck de hockey, à mon avis, si vous l'envoyez à 6 mètres par seconde, même 2 mètres par seconde, il peut aisément traverser la patinoire sans s'arrêter. Donc là, qui s'arrête au bout de 15 mètres, c'est pas très réaliste. Donc ça, c'est un très gros coefficient de frottement qui ne correspond pas vraiment au coefficient du puck sur la glace, à moins que la glace soit de très très mauvaise qualité, qu'elle soit, je sais pas, rayée ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais normalement, on trouve quelque chose de... Je sais que pour des skis, l'ordre de grandeur, les skis sur la neige, c'est environ 0,05, quelque chose comme ça. Donc pour de la glace, c'est encore plus glissant, à mon avis, c'est encore plus petit. C'est peut-être 10 fois plus petit, la vraie valeur. Donc, conclusion de tout ça, on a fait les calculs, on a compris comment on faisait tout ça, mais à mon avis, il faudra que je change cet exercice pour l'année prochaine et faire en sorte d'avoir une valeur qui est 10 fois plus petite que ça. Ce serait plus réaliste. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. C'est qui? Alors, hop. Mathéo. Ouais. Quand le puck il s'arrête, genre, vous avez dit qu'il a plus l'accélération là, non? Il a plus d'accélération après. Bah ouais. Puisqu'il retourne pas vers l'arrière. Mais du coup, comment ça se fait que sa force de frottement, ça veut dire que sa force de frottement, elle disparaît aussi, non? Mais je comprends pas comment c'est possible, vu que Ouais. la force de soutien, elle disparaît pas. Et mu, il devrait pas changer, normalement. Ouais, bien sûr, mais là, on parle de frottement cinétique, donc ça veut dire un frottement quand ça bouge. Donc si ça bouge pas, il n'y a plus de frottement. Le puck, si vous le posez sur la patinoire, puis que la patinoire elle est bien horizontale, il subit deux forces, le poids et le soutien, puis il ne bouge plus. Donc il n'y a pas besoin d'une force de frottement pour qu'il bouge, pour qu'il reste immobile, en fait. Si vous voulez, quand il s'arrête, vu qu'il ne bouge plus, il n'y a plus de force de frottement. Oui. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok, merci. Voilà.